15 novembre 1943. Terrain d'essai d'Aberdeen, Maryland. 34 degrés et en baisse. Une seule Kübelwagen allemande se trouve sur le sol américain. 1740 livres d'ingénierie ennemie que chaque mécanicien s'attend à être une perfection automobile. Le sergent d'état-major Mike Kowalski, avec 15 ans d'expérience de la chaîne de montage de Détroit dans ses mains, observe tandis que la réponse de la Wehrmacht à la Jeep américaine est déchargée d'un camion de transport. Ce n'est pas simplement n'importe quel véhicule capturé. C'est censé être la suprématie de l'ingénierie allemande sur 4 roues. L'état-major veut une évaluation technique complète. Chaque mécanicien américain sait que les Allemands construisent les meilleures voitures du monde. Kowalski soulève le capot pour la première inspection. Ce qu'il voit le paralyse. Un minuscule moteur refroidi par air qui ressemble plus à un moteur de tondeuse à gazon qu'à un équipement militaire. Il vérifie les spécifications 2 fois. 25 chevaux vapeur. La Jeep Willys américaine en produit 60. Cette merveille d'arme allemande a moins de puissance qu'une Ford modèle A de 1920. Mais si l'ingénierie allemande n'est pas supérieure, pourquoi les garçons américains meurent-ils dans la boue européenne? Le moteur diesel du camion de transport, tout ça, avant de s'arrêter tandis que le sergent d'état-major Mike Kowalski resserrait son col contre le vent de novembre. Le terrain d'essai d'Aberdeen s'étendait à travers le paysage gelé du Maryland, comme un vaste cimetière mécanique jonché des restes squelettiques de chars, de camions et de pièces d'artillerie qui avaient échoué au protocole de tests brutaux de l'Amérique. La livraison d'aujourd'hui était différente. Aujourd'hui, il déballait l'ingénierie allemande. La Kübelwagen émergea de sous sa bâche vert olive comme une révélation. Kowalski avait vu les photographies de renseignement, lu les briefings du département de la guerre, étudié les rapports tactiques d'Afrique du Nord. C'était le chef-d'œuvre militaire de Volkswagen, le véhicule qui avait transporté les officiers de la Wehrmacht à travers l'Europe conquise, l'incarnation automobile de la précision de l'ingénierie allemande. Même immobile sur le béton d'Aberdeen, il possédait une élégance indéniable qui rendait les Jeeps américaines à proximité grossière. Par comparaison, le sergent technique James Patterson s'approcha du bâtiment du dynamomètre, son souffle visible dans l'air froid, tandis qu'il portait un presse-papier épais de protocole de test. 5 ans chez General Motors lui avaient appris à aborder chaque évaluation de véhicule, avec une précision méthodique. Mais même lui ne pouvait pas cacher sa curiosité à propos de ce spécimen particulier. Le département de la guerre veut le traitement complet, annonça-t-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait traduit les normes d'ingénierie de Détroit en langage militaire. Analyse technique complète pour le manuel TME 9-83. Tout, des courbes de puissance aux exigences d'entretien. Kowalski hocha la tête, ses mains calleuses atteignant déjà le levier du capot. 15 ans sur les chaînes de montage de Ford et Chrysler lui avaient donné une compréhension intuitive de l'ingénierie automobile qui transcendait l'éducation formelle. Il pouvait diagnostiquer les problèmes de transmission par le bruit du changement de vitesse, identifier les défaillances de roulement par les vibrations subtiles que d'autres manquaient entièrement. La Kübelwagen représentait plus qu'une simple tâche de test. C'était sa chance de mesurer la puissance industrielle américaine contre la vantée tradition d'ingénierie allemande. Le capot se souleva avec un clic mécanique satisfaisant, révélant le compartiment moteur dans toute sa gloire teutonique. Kowalski fixa longtemps, son expression passant de l'anticipation à la confusion. La centrale électrique nichée entre les rails du châssis ressemblait plus à quelque chose d'une voiture d'économie civile qu'à un véhicule militaire. Des cylindres refroidis par air disposés en configuration plate, minimalistes dans leur construction, presque délicats comparés aux robustes blocs de fonte qu'il connaissait de Detroit. 25 chevaux vapeur, murmura-t-il, en revérifiant la feuille de spécification attachée au presse-papier de Patterson. Les chiffres ne mentaient pas, mais ils n'avaient pas de sens non plus. La Jeep Willys américaine, assise à 50 mètres de distance, produisait 60 chevaux vapeur de son moteur, Willys Goville, plus du double de la puissance de cette machine allemande. Même l'ancienne Ford Model A, que son père avait conduite dans les années 1920, générait plus de puissance que cette prétendue arme miracle. Le caporal Tommy Chen apparut à côté d'eux, règle à calcul déjà en main avec l'efficacité pratiquée d'un étudiant en ingénierie de Berkeley. Les mathématiques étaient là la langue maternelle de Chen, et il abordait chaque problème à travers le prisme des relations quantifiables. Cylindré neuf, 185 cm3, annonça-t-il, ses calculs transformant les spécifications allemandes en nombres qui avaient du sens pour les mécaniciens américains. C'est environ 60 pouces cubes,
puissance maximale à 3300 tours par minute. Sa règle à calcul se déplaçait avec une précision pratiquée, traduisant les mesures métriques en unités impériales familières. Le rapport puissance cylindrée est terrible, pire que la plupart des véhicules civils. Patterson prit des notes soigneuses, son expérience en ingénierie exigeant la documentation de chaque observation. Ce n'était pas simplement de la curiosité mécanique. Le département de la guerre avait besoin de données complètes sur les capacités de l'équipement ennemi. Les commandants américains prenaient des décisions tactiques basées sur des hypothèses concernant la supériorité technique allemande. Si ces hypothèses étaient fausses, les implications s'étendaient bien au-delà de l'ingénierie automobile. Le major Robert Sterling arriva alors que l'équipe commençait son inspection préliminaire, son uniforme de presse en laiton poli, le marquant comme un représentant de l'établissement militaire institutionnel. 20 ans de service lui avaient appris à respecter les traditions militaires européennes, et son éducation à West Point avait souligné l'importance de comprendre les capacités de l'ennemi. « Messieurs, annonça-t-il avec courtoisie formelle, cette évaluation porte une importance stratégique significative. L'ingénierie automobile allemande a longtemps été considérée comme parmi les meilleures du monde. Nous devons comprendre exactement quels avantages leur équipement fournit. » Kowalski retint sa première réponse, des années de discipline militaire dépassant ses instincts de classe ouvrière. Les attentes du major étaient claires. Ils étaient censés trouver des preuves de la supériorité technique allemande pour quantifier les avantages d'ingénierie qui expliquaient le succès de la Wehrmacht sur le champ de bataille. Mais les preuves assises devant eux racontaient une histoire entièrement différente. La construction du moteur révélait des choix de conception qui privilégiaient des valeurs différentes de l'ingénierie automobile américaine. Là où Détroit construisait, pour la puissance et la durabilité, les Allemands avaient optimisé pour l'efficacité énergétique et la simplicité de fabrication. Le système de refroidissement par air éliminait le poids et la complexité du refroidissement par liquide, mais au prix de la gestion thermique sous stress. La configuration montée à l'arrière améliorait la traction dans la neige et la boue, mais créait des problèmes d'accès à l'entretien qui entraient les mécaniciens de terrain. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient sur le terrain de test d'Aberdeen, Kowalski se retrouva à fixer une machine qui remettait en question tout ce qu'il avait cru concernant la suprématie de l'ingénierie allemande. Ce n'était pas le chef-d'œuvre automobile que les rapports de renseignement avaient suggéré. C'était un compromis. Élégant à certains égards, mais fondamentalement limité par des choix de conception, qui privilégient la théorie sur la performance pratique du champ de bataille. Le vrai test commencerait demain, quand les mesures du dynamomètre remplaceraient les impressions subjectives par des chiffres concrets. Mais déjà Kowalski sentait qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui ébranlerait les hypothèses fondamentales du département de la guerre, concernant les capacités de l'ennemi. La voiture neuve de l'empereur était assise devant eux, attendant d'être mesurée contre la réalité peu glamoureuse mais puissante de l'ingénierie industrielle américaine. Le bâtiment du dynamomètre bourdonnait d'énergie électrique, tandis que le sergent technique Patterson mettait en marche l'appareil de test massif qui mesurerait la performance réelle de la Kübelwagen par rapport à ses spécifications promises. 4 jours de préparation avaient transformé l'installation de test automobile principale d'Aberdeen en laboratoire de mesure de précision, avec des câbles serpentant sur le sol en béton, comme des artères mécaniques reliant l'ingénierie allemande à la méthodologie scientifique américaine. Kowalski guida la Kübelwagen sur les rouleaux du dynamomètre avec une précision pratiquée, sentant le véhicule s'installer dans le berceau de test qui le maintiendrait immobile, tandis que ses roues tournaient contre une résistance calibrée. L'air du matin portait l'odeur piquante des lubrifiants industriels et de l'équipement électrique. Des arômes familiers qui lui rappelaient les terrains d'essai de Détroit où les rêves automobiles de temps de paix avaient autrefois été testés contre la réalité mathématique. Début de la mesure de puissance de base, annonça Patterson, sa voix portant le ton méthodique de quelqu'un qui comprenait que des données bâclées minaient les conclusions crédibles. 5 années de discipline d'ingénierie chez General Motors lui avaient appris à aborder chaque test avec une précision de laboratoire, en documentant les variables que les techniciens moins expérimentés auraient pu négliger. Le département de la guerre exigeait des chiffres qui pourraient résister à l'examen des ingénieurs du Pentagone qui n'avaient jamais vu le combat mais possédaient une foi absolue dans l'analyse quantifiée. Le son du moteur du Kübelwagen changea alors que Patterson augmentait graduellement la charge du dynamomètre, simulant la résistance des collines, des vents contraires et des conditions de champ de bataille qui mettraient à l'épreuve les capacités du véhicule. Au ralenti,
Le moteur à plat 4 produisait un son distinctif, plus lisse que les configurations en ligne américaines, mais d'une certaine façon moins substantielle, comme une machine à coudre comparée à un bulldozer. Le ventilateur du système de refroidissement par air créait un murmure constant qui semblait presque apologétique comparé au grondement confiant des moteurs américains refroidis par liquide. Chen se positionna à côté du tableau de bord, avec sa règle à calcul prête. Son éducation d'ingénieur de Berkeley fournissait le cadre mathématique nécessaire pour traduire les mesures brutes en comparaisons significatives. Les chiffres représentaient la vérité sous sa forme la plus pure, immunisée contre la propagande, les préjugés culturels ou les pensées optimistes. « Couple maximal à 2400 tours par minute », cria-t-il, enregistrant les chiffres qui voyageraient bientôt vers Washington dans des rapports classifiés. Puissance maximale de 25,3 chevaux à 3300 tours par minute. Les implications frappèrent Kowalski comme de l'eau froide. Ce n'étaient même pas des estimations préliminaires ou des approximations grossières. C'était une fois des mesures précises de l'ingénierie automobile allemande à son apogée théorique. Le Kubelwagen fonctionnait exactement comme prévu, livrant chaque cheval-vapeur que les ingénieurs de Volkswagen avaient promis. Le problème n'était pas une défaillance mécanique ou un mauvais entretien. Le problème était que l'ingénierie allemande avait optimisé pour des priorités entièrement différentes de la conception automobile américaine. Le chronomètre de Patterson cliqua alors qu'il commençait les tests d'accélération, chronométrant la progression du Kubelwagen de 0 à 30 miles par heure. 26 secondes s'écoulèrent avant que l'aiguille du compteur de vitesse atteigne la vitesse cible. Une performance qui aurait été embarrassante pour une voiture de tourisme civil, et encore moins pour un véhicule militaire conçu pour la mobilité sur le champ de bataille. Le Willys Jeep à proximité pouvait accomplir le même test d'accélération en 11 secondes, atteignant 30 miles par heure avec une autorité qui parlait de l'engagement de Détroit envers la puissance mécanique brute. La comparaison des poids révèle des compromis intéressants, annonça Chen, ses calculs révélant la philosophie d'ingénierie derrière les choix de conception allemands. Le Kubelwagen pèse 1740 livres contre les 2453 livres de la Jeep. Ils économisent 700 livres de masse structurelle, mais le rapport poids-puissance favorise toujours l'ingénierie américaine de manière significative. Le Major Sterling observa depuis la terrasse d'observation du bâtiment, son port militaire incapable de masquer complètement, la préoccupation croissante concernant ce que ces mesures révélaient sur les capacités de l'ennemi. 2 décennies de service l'avaient conditionné à respecter les traditions militaires européennes, mais les chiffres émergents de l'installation de tests d'Aberdeen remettaient en question les hypothèses fondamentales sur la supériorité technique allemande. Si les véhicules de la Wehrmacht possédaient des caractéristiques de performance inférieures, comment les forces allemandes maintenaient-elles l'avantage tactique sur plusieurs théâtres d'opération ? Le test de transmission révéla des surprises supplémentaires, alors que Patterson passait par les 4 vitesses avant du Kubelwagen, mesurant la multiplication du couple et l'efficacité mécanique à chaque rapport. L'ingénierie allemande avait privilégié la douceur à la robustesse, créant une transmission qui changeait avec une précision douce comme du beurre, mais manquait de la robustesse mécanique que les concepteurs américains considéraient comme essentielle pour le service militaire. L'engagement des vitesses synchronisées semblait presque délicat comparé à la certitude mécanique positive des transmissions américaines conçues pour être maltraitées par des conducteurs de 19 ans sous le stress du combat. Kowalski se surprit à penser aux mécaniciens qui entretenaient ces véhicules dans les conditions du champ de bataille. Ses 15 années d'expérience à la chaîne de montage lui avaient appris que l'élégance ne signifiait rien si elle ne pouvait pas survivre aux abus du monde réel. L'ingénierie sophistiquée du Kubelwagen deviendrait un handicap lorsque les mécaniciens de terrain surmenés auraient besoin d'effectuer des réparations avec des outils improvisés sous le feu de l'artillerie. L'évaluation du système de refroidissement produisit les résultats les plus troublants de toute la séquence de tests. Patterson surveilla les températures du moteur alors que la charge du dynamomètre augmentait, observant les températures du liquide de refroidissement qui aurait déclenché des procédures d'arrêt immédiat pour tout moteur américain refroidi par liquide. Les limitations du système de refroidissement par air devinrent apparentes à une puissance soutenue élevée. La gestion thermique, qui fonctionnait adéquatement dans les conditions de conduite civile normales, commença à échouer lorsque les exigences militaires exigeaient une opération continue à haut stress. La température dépassant les paramètres acceptables a une puissance soutenue de 22 chevaux. Patterson rapporta que sa formation d'ingénieur fournissait le contexte pour les mesures,
qui révélaient les limitations de conception fondamentales. Les indicateurs de stress thermique suggèrent que cette centrale ne peut pas maintenir les normes de performance militaire dans les conditions de charge du combat. La règle à calcul de Chen se déplaçait avec une efficacité pratiquée, alors qu'il calculait les rapports d'efficacité thermique et comparait la performance du refroidissement par air allemand contre les systèmes refroidis par liquide américain. Les mathématiques révélaient des vérités inconfortables sur les compromis d'ingénierie qui semblaient élégants sur le papier, mais échouaient sous le stress du champ de bataille. La dissipation de chaleur inadéquate pour une opération militaire soutenue, conclut-il, ces chiffres confirmant ce que les instincts mécaniques de Kowalski avaient déjà soupçonné. Alors que les tests du matin se terminaient, Kowalski fixa les lectures des instruments qui voyageraient bientôt vers les salles de briefing du Pentagone où les décisions stratégiques étaient prises en fonction des évaluations des capacités de l'ennemi. Chaque chiffre racontait la même histoire. L'ingénierie automobile américaine avait réalisé une performance supérieure grâce à une philosophie de conception différente, privilégiant la puissance et la durabilité à l'élégance théorique. Les implications s'étendaient bien au-delà des spécifications mécaniques dans les questions sur les raisons pour lesquelles les soldats américains luttaient contre des ennemis équipés de matériel démontrablement inférieur. Le parcours de montée en côte d'Aberdeen s'étendait sur le secteur oriental du terrain d'essai comme un défi géométrique à l'ingénierie automobile. Son gradient de 12 degrés représentait le type de terrain qui séparait les véhicules militaires capables des prétendants automobiles. L'air du matin portait le gel qui bientôt céderait à la chaleur mécanique des moteurs poussés au-delà de leur zone de confort. Alors que Kowalski se préparait à soumettre le Kubelwagen à des tests qui révéleraient si l'ingénierie allemande pouvait transformer la puissance théorique en mobilité pratique sur le champ de bataille. Le parcours commençait par une approche d'un quart de mille qui permettait aux véhicules de prendre de l'élan avant de rencontrer la section la plus raide du grade où la physique de l'inclinaison éliminerait chaque avantage, sauf la puissance mécanique brute et la gestion thermique. Patterson avait positionné l'équipement de surveillance de la température à des points stratégiques le long de l'itinéraire, créant un système de mesure complet qui documenterait exactement comment le refroidissement par air allemand fonctionnait dans les conditions de charge soutenue, qui simulaient les opérations de combat en terrain montagneux. Kowalski engagea la première vitesse et sentit le Kubelwagen commencer son assaut sur la montagne artificielle d'Aberdeen. Le son du moteur à plat 4, changeant du ralenti conversationnel à la protestation laborieuse, alors que la physique du gradient exigeait plus de puissance que les ingénieurs de Volkswagen n'en avaient fourni. À la marque de 500 pieds, les jauges de température du moteur commencèrent à enregistrer le stress thermique qui aurait déclenché les protocoles d'avertissement dans tout véhicule américain refroidi par liquide. Le ventilateur du système de refroidissement, par air, hurla avec une désespérance mécanique, essayant de dissiper la chaleur qui s'accumulait plus vite que les ailettes d'aluminium ne pouvaient la libérer dans l'atmosphère froide de novembre du Maryland. Chen surveilla la progression du véhicule à travers des jumelles, sa règle à calcul calculant les exigences de puissance en temps réel par rapport à la dégradation de performance observée. Les mathématiques révélaient l'efficacité cruelle de la physique. Chaque degré d'inclinaison multipliait la charge de travail du moteur, de manière exponentielle, transformant les 25 chevaux marginaux du Kubelwagen en motivation lamentablement inadéquate pour grimper même des collines modestes sous charge. La vitesse tombant en dessous de 15 miles par heure, cria-t-il, sa voix portant à travers le terrain de test avec une précision clinique. La température du moteur dépassant les paramètres de fonctionnement normal. La transmission du Kubelwagen commença à chercher entre la deuxième et la troisième vitesse, alors que Kowalski luttait pour maintenir l'élan vers l'avant contre la certitude mathématique implacable de la gravité. L'ingénierie allemande avait optimisé pour l'efficacité énergétique et la simplicité de fabrication, mais la mobilité sur le champ de bataille exigeait une puissance de sortie soutenue que le moteur refroidi par air ne pouvait tout simplement pas fournir sans détresse thermique. À la marque des 800 pieds, les indicateurs de température du liquide de refroidissement sont entrés dans la zone de danger, où la défaillance mécanique devint inévitable plutôt que simplement possible. La radio de Patterson crépita avec des mesures qui confirmèrent ce que Kowalski pouvait sentir à travers le volant et la pédale d'accélérateur. Le Kubelwagen s'approchait des limites de son enveloppe d'ingénierie dans des conditions que les jeeps américains géraient régulièrement avec une confiance mécanique. Température maintenant à 210 degrés Fahrenheit, rapporta Patterson. Son expérience en ingénierie fournissant un contexte
Pour les chiffres, qui représentaient la différence entre la capacité théorique et l'utilité pratique sur le champ de bataille. Je recommande un arrêt immédiat pour prévenir les dommages au moteur. Mais Kowalski avança, comprenant que ce test représentait bien plus qu'une simple évaluation automobile. Il mesurait si la supériorité de l'ingénierie allemande était réelle ou simplement supposée. Les protestations mécaniques du moteur devinrent plus désespérées alors que les pistons en aluminium se dilataient au-delà des tolérances de conception, créant des jeux qui réduisaient la compression et dégradaient davantage la puissance. De la vapeur commença à s'élever du compartiment moteur, alors que l'huile de lubrification s'approchait des températures, où la dégradation moléculaire détruirait la capacité du moteur à se protéger contre le frottement. Le major Sterling observait depuis le bunker d'observation, alors que le véhicule qui représentait l'accomplissement automobile allemand peinait à monter une colline que les camions de livraison escaladaient quotidiennement, sans détresse mécanique. Son éducation militaire avait souligné le respect des traditions d'ingénierie européenne, mais les preuves qui se déroulaient devant lui remettaient en question les hypothèses qui avaient façonné la pensée stratégique américaine depuis le début de la guerre. Si les véhicules allemands possédaient de telles limitations fondamentales, comment les forces de la Wehrmacht avaient-elles réalisé la supériorité tactique sur plusieurs théâtres d'opération? À la marque des 900 pieds, le Kübelwagen finit par se rendre à la physique et à la réalité de l'ingénierie. Kowalski sentit la puissance s'effondrer alors que le stress thermique submergea la capacité du moteur à convertir le carburant en mouvement mécanique, le laissant glisser vers l'arrière, en bas de la colline. Tandis que la précision de l'ingénierie allemande évacuait l'air surchauffé par chaque ouverture disponible. Le véhicule que les rapports de renseignement avaient décrit comme militairement capable avait échoué un test, qui représentait des exigences de champ de bataille routinières, plutôt que des conditions opérationnelles extrêmes. Le test de comparaison avec une Jeep Willys américaine fournit une démonstration frappante des différences de philosophie d'ingénierie qui avaient des implications tactiques réelles. La Jeep attaqua le même gradient de 12 degrés avec une confiance mécanique qui parlait de l'engagement de Détroit envers la capacité excédentaire et la gestion thermique par des systèmes de refroidissement liquide, conçus pour une opération à stress élevé soutenu. Là où le Kübelwagen avait peiné et échoué, le véhicule américain montait avec des réserves de puissance suffisantes pour des pentes encore plus raides en charge de combat complète. Les calculs de Chen révélèrent la réalité mathématique derrière les différences de performance observées. La pente maximale soutenable pour le véhicule allemand semble être de 8 degrés en charge. Il annonça sa règle à calcul traduisant les limitations thermiques en contraintes tactiques qui affecteraient la mobilité du champ de bataille sur le terrain européen. La capacité de la Jeep américaine s'étend à 27 degrés dans des conditions de charge identiques. L'avantage puissance-poids se traduit directement par une supériorité de mobilité opérationnelle. Alors que les tests de l'après-midi se poursuivaient, la nouvelle de l'échec du Kübelwagen à gravir les collines se propagea dans l'immense installation d'Aberdeen comme des potins mécaniques. Les techniciens d'autres unités de test abandonnèrent leurs tâches pour assister au démantèlement systématique de l'ingénierie automobile allemande par les protocoles de mesure américains. Le véhicule que la propagande avait élevé, au symbole de la supériorité technique teutonique, reposait en refroidissant dans l'air de novembre du Maryland. Ces limitations exposées par les mathématiques qui ne se souciaient ni de la fierté nationale, ni des hypothèses culturelles. Le test de traction fournit l'humiliation finale, alors que Kowalski guidait le Kübelwagen à traction arrière dans la fosse de sable d'Aberdeen, où les conditions contrôlées mesureraient l'adhérence et la mobilité dans des conditions qui simulaient les irrégularités du terrain du champ de bataille. 4 pouces de sable meuble, à peine suffisants pour défier une voiture de tourisme civil, s'avérèrent suffisants pour immobiliser complètement le véhicule allemand. Ses pneus étroits et sa répartition de poids arrière créaient une combinaison qui transformait les obstacles mineurs du terrain en contraintes de mobilité tuant les missions. Patterson documenta chaque mesure avec une précision méticuleuse, comprenant que ces chiffres se rendraient dans les salles de briefing du Pentagone, où les décisions stratégiques étaient prises en fonction des évaluations des capacités ennemies. La même fosse de sable qui avait arrêté les Jeeps américains à 18 pouces avait vaincu l'ingénierie allemande à 4 pouces, révélant les priorités de conception qui favorisaient l'élégance théorique par rapport à l'utilité pratique du champ de bataille dans des conditions qui représentaient des opérations militaires routinières plutôt que des situations tactiques extrêmes. L'atelier d'entretien d'Aberdeen résonnait des sons précis du démontage systématique, alors que Kowalski s'approchait de la phase finale de l'évaluation,
qui révélerait si l'ingénierie allemande compensait les limitations de performance par une maintenabilité supérieure et des caractéristiques d'entretien du champ de bataille. Le froid amer de décembre avait transformé l'atelier non chauffé en un environnement qui simulait les conditions difficiles où les mécaniciens de combat lutteraient pour maintenir les véhicules opérationnels sous le feu ennemi et des conditions météorologiques impossibles. Le changement d'huile de routine commença ce que Patterson avait désigné comme une analyse comparative de maintenance, chronométrant chaque procédure par rapport aux opérations identiques sur l'équipement américain pour quantifier les coûts cachés de la complexité de conception. Le chronomètre de Kowalski démarra alors qu'il localisait le bouchon de vidange d'huile du Kübelwagen, découvrant immédiatement la première indication que les ingénieurs allemands avaient privilégié l'élégance théorique par rapport au service pratique sur le terrain. Le point de vidange était positionné derrière une plaque de protection, qui nécessitait un accès aux outils sous plusieurs angles, transformant une opération simple en un exercice de contorsion mécanique. 15 minutes se sont écoulées et nous n'avons pas encore vidangé une goutte, marmonna Kowalski, son souffle visible dans l'air froid alors qu'il luttait avec les panneaux d'accès qui semblaient conçus par des ingénieurs qui n'avaient jamais changé l'huile dans des conditions de champ de bataille. 15 années d'expérience de la chaîne de montage de Détroit lui avaient appris que la complexité de maintenance était l'ennemi de la disponibilité opérationnelle. Chaque minute supplémentaire consacrée à l'entretien des véhicules était du temps qui réduisait la préparation au combat et augmentait la vulnérabilité à l'action ennemie. Patterson documenta chaque étape avec une précision méthodique, comprenant que ces mesures influenceraient les protocoles d'entretien du département de la guerre pour l'équipement ennemi capturé. Son expérience en ingénierie General Motors fournissait un contexte pour les décisions de conception qui semblaient sophistiquées sur les dessins d'ingénierie, mais créa des cauchemars pratiques pour les mécaniciens de terrain travaillant avec des outils limités dans des conditions impossibles. La philosophie de conception allemande semble privilégier la protection des composants par rapport à l'accessibilité du service, observa-t-il, regardant Kowalski lutter avec les fixations qui nécessitaient des outils spécialisés plutôt que des clés militaires standards. Le changement d'huile qui consommait 12 minutes sur une Jeep américaine en nécessitait 45 sur le Kübelwagen, la plupart du temps supplémentaire étant consacré à l'accès aux composants que les ingénieurs allemands avaient enfouis sous des couvercles de protection et des éléments structurels. Chen calcula les implications tactiques avec la précision d'une règle à calcul, traduisant les différences de temps d'entretien en statistiques de disponibilité opérationnelle qui révélaient les coûts cachés de la complexité d'ingénierie. La différence de temps d'entretien représente une réduction de 27% de la disponibilité des unités pendant les opérations soutenues. Il annonça ces mathématiques révélant comment les choix de conception affectaient l'efficacité au combat par des contraintes logistiques, plutôt que par la performance mécanique. Le remplacement des bougies d'allumage fournit une preuve encore plus dramatique des priorités d'ingénierie allemande qui favorisaient la perfection théorique par rapport à la praticité du champ de bataille. La configuration du moteur à cylindre horizontalement opposé du Kübelwagen enterrait les bougies d'allumage sous les capots de refroidissement et les composants électriques qui nécessitaient un démontage partiel du moteur pour y accéder. Ce qui aurait dû être une procédure de 8 minutes sur n'importe quel véhicule militaire raisonnable devint une expédition d'archéologie mécanique de 35 minutes qui laissa Kowalski se demander la santé mentale des ingénieurs qui n'avaient jamais travaillé sous le feu de l'artillerie. « C'est de la folie », dit-il, tenant une bougie d'allumage qui avait nécessité le retrait de 6 composants séparés pour y accéder. N'importe quel mécanicien agricole de l'Iowa pourrait entretenir un moteur Jeep avec une trousse à outils basique. Cette chose a besoin d'un atelier complet et d'une demi-journée juste pour changer les bougies. Sa pragmatique de classe ouvrière s'est rebellée contre la complexité de conception, qui ne servait aucun objectif pratique, sauf de démontrer la sophistication technique aux personnes qui n'auraient jamais à entretenir l'équipement qu'elle créait. Le Major Sterling a observé l'évaluation de maintenance avec une compréhension croissante de la façon dont les décisions techniques affectaient les capacités tactiques par des contraintes logistiques plutôt que de performance. Son éducation militaire avait souligné l'importance de maintenir l'équipement opérationnel dans les conditions de combat. Mais les preuves émergeant de l'atelier d'Aberdeen ont révélé des différences fondamentales dans la philosophie de conception qui déterminerait l'efficacité sur le champ de bataille, indépendamment des capacités théoriques. Comment les unités de terrain allemandes maintiennent-elles la disponibilité opérationnelle avec ces exigences de service ? Demanda-t-il.
Comprenant que la complexité de maintenance représentait une vulnérabilité stratégique que les forces alliées pourraient exploiter par des opérations soutenues. Le service du filtre à air a fourni la démonstration finale des priorités techniques allemandes, qui ont transformé la maintenance de routine en entreprise mécanique majeure. L'accès à l'élément filtrant nécessitait le retrait des carénages moteurs, la déconnexion des câbles électriques et le démontage partiel du système de refroidissement, une procédure de 25 minutes qui accomplissait ce que les ingénieurs américains avaient rendu possible en 3 minutes par des décisions de conception qui privilégiaient le service pratique par rapport à l'optimisation théorique. La documentation de Patterson a révélé des modèles qui s'étendaient au-delà des opérations de maintenance individuelle dans des différences complètes de philosophie technique entre la conception automobile américaine et allemande. Les ingénieurs allemands semblent avoir optimisé pour l'efficacité de fabrication et la performance théorique, tout en acceptant la complexité de maintenance comme compromis acceptable. Il a conclu son analyse révélant comment les décisions de conception prises dans les bureaux techniques de temps de paix affecteraient les opérations sur le champ de bataille dans des conditions que les concepteurs n'avaient jamais expérimentées. L'analyse mathématique de Chen a transformé les mesures individuelles du temps de maintenance en évaluation stratégique de la durabilité logistique dans les conditions de combat. Les exigences cumulatives de maintenance réduiraient la disponibilité des unités allemandes d'environ 30% par rapport à l'équipement américain sous un tempo opérationnel identique. Il a calculé en comprenant que ces chiffres représentaient la différence entre le succès tactique et l'effondrement logistique lors d'opérations militaires soutenues. Les tests de démarrage à froid du 8 décembre ont fourni la confirmation finale des limitations techniques allemandes, qui s'avéreraient dévastatrices dans les conditions de combat réelles. À 10 degrés Fahrenheit, le temps hivernal typique européen, le moteur du Kübelwagen a refusé de démarrer malgré 6 tentatives avec les procédures de démarrage appropriées. Le système de refroidissement par air, qui a éliminé les problèmes de congélation du liquide de refroidissement, a créé des difficultés de carburation et d'allumage qui ont rendu le fonctionnement par temps froid peu fiable, quand les conditions du champ de bataille exigeaient une fiabilité mécanique absolue. Kowalski a regardé la Jeep américaine démarrer immédiatement dans des conditions identiques, son moteur refroidi par liquide et son système électrique robuste démontrant les priorités de conception qui favorisaient la fiabilité opérationnelle par rapport à l'efficacité théorique. « C'est terminé », annonça-t-il. Comprenant que ces mesures représentaient plus qu'une comparaison automobile, elles ont révélé des différences fondamentales dans la philosophie technique, qui détermineraient quel système industriel pouvait soutenir les opérations militaires dans des conditions où la défaillance mécanique signifiait la défaite tactique. Alors que les tests de décembre se terminaient, l'évaluation de maintenance avait exposé les limitations techniques allemandes qui s'étendaient bien au-delà des spécifications de puissance dans la durabilité opérationnelle dans les conditions du champ de bataille. Le Kübelwagen représentait une technique sophistiquée qui satisfaisait les exigences théoriques tout en échouant les tests pratiques qui déterminaient l'efficacité militaire par des contraintes logistiques plutôt que de performance. Le 15 décembre est arrivé à Aberdeen avec le genre de froid amer qui transformait le métal en glace et rendait chaque opération mécanique un test d'endurance humaine autant que de capacité technique. Kowalski était assis dans la baie de maintenance vide, fixant son rapport technique complété, tandis qu'à l'extérieur le vent hurlait à travers le paysage gelé du Maryland, avec la même persistance implacable que les forces allemandes démontraient à travers les champs de bataille européens, malgré leur équipement manifestement inférieur. Chaque chiffre du manuel technique TME 983 racontait la même histoire sans compromis. La technique automobile américaine avait réalisé une supériorité mesurable par rapport à la conception allemande dans chaque catégorie qui importait pour l'efficacité militaire. 25 chevaux-vapeur par rapport à 60. Vidange d'huile de 45 minutes par rapport à 12 minutes. Échec de montée de colline à 8 degrés par rapport à une capacité de 27 degrés. Les mathématiques étaient irréfutables, documentées avec une précision scientifique qui résisterait à l'examen des ingénieurs du Pentagone qui faisaient confiance aux chiffres plutôt qu'à la propagande ou aux hypothèses culturelles. Mais les soldats américains mouraient toujours dans les montagnes italiennes et les haies françaises, luttant toujours contre les forces de la Wehrmacht équipées de véhicules qu'Aberdeen avait prouvé être inférieure à la production industrielle américaine. La contradiction rongeait la logique de classe ouvrière de Kowalski, comme un problème mécanique qui refusait de céder aux procédures de diagnostic conventionnelles.
Si l'équipement allemand était si inadéquat, pourquoi les forces américaines ne gagnaient-elles pas de manière décisive au lieu de combattre mètre par mètre, à travers un terrain qui semblait favoriser les défenseurs équipés d'équipements manifestement inférieurs? Patterson l'a trouvé là après minuit. L'ancien ingénieur de General Motors, portant 2 tasses de café, et le poids de sa propre confusion professionnelle sur ce que leurs tests avaient révélé par rapport à ce que les rapports du champ de bataille continuaient à indiquer sur l'efficacité tactique allemande. « Les chiffres ne mentent pas, dit-il, s'installant dans une chaise à côté de l'établi où des mois de données de mesure étaient disposés en piles nettes qui représentaient le démantèlement systématique de la mythologie technique allemande. Mais ils n'expliquent pas pourquoi les unités de la Wehrmacht maintiennent l'efficacité opérationnelle malgré les limitations d'équipement que nous avons documentées. » La conversation qui a suivi serait plus tard mémorisée comme le moment où l'équipe de test d'Aberdeen a réalisé qu'elle avait posé les mauvaises questions sur l'efficacité militaire et la supériorité technologique. Chen les a rejoints autour de 3 heures du matin, sa règle à calcul oubliée, alors que la précision mathématique cédait la place à une compréhension plus large de la façon dont la guerre fonctionnait réellement quand les facteurs humains se combinaient avec les capacités mécaniques pour produire des résultats tactiques qui transcendaient les simples comparaisons d'équipements. « Nous mesurons les mauvaises variables, dit Patterson, son expérience technique fournissant un cadre d'analyse qui s'étendait au-delà des spécifications de puissance dans les facteurs opérationnels qui déterminent le succès sur le champ de bataille. Indépendamment des avantages théoriques de l'équipement, les forces allemandes ne gagnent pas parce que leurs véhicules sont meilleurs. Elles gagnent malgré le fait d'avoir des véhicules pires en raison d'une doctrine supérieure, d'une formation et d'une intégration tactique qui maximisent les capacités mécaniques limitées. » L'intuition a frappé Kowalski avec la force d'une révélation mécanique, transformant des mois de données de tests d'une contradiction confuse en explications cohérentes de la façon dont l'efficacité militaire émergeait d'interactions complexes entre l'équipement, la formation, les tactiques et l'expérience opérationnelle plutôt que de la simple supériorité technologique. Les unités allemandes ont réussi parce qu'elles savaient comment extraire la capacité maximale des ressources limitées. Tandis que les forces américaines apprenaient encore comment intégrer l'équipement supérieur dans des systèmes tactiques efficaces, le Major Sterling les a découverts là à l'aube. 3 hommes entourés de documentation qui avaient évolué d'une simple évaluation automobile en analyse stratégique de la raison pour laquelle les avantages d'équipement ne se traduisaient pas automatiquement en succès sur le champ de bataille. Son éducation militaire a fourni le contexte pour les conclusions, qui ont remis en question les hypothèses fondamentales sur le déterminisme technologique dans la guerre, tout en révélant des vérités inconfortables sur la doctrine tactique américaine qui mettait l'accent sur la supériorité matérielle plutôt que sur l'efficacité opérationnelle. La technique allemande n'était pas supérieure, dit Kowalski, articulant les intuitions que des mois de tests avaient progressivement révélées par la mesure systématique de la réalité automobile par rapport à la mythologie culturelle. C'était juste différent, optimisé pour la production de masse dans les contraintes de ressources plutôt que pour la maximisation de performance. Il menait une guerre du pauvre avec un équipement conçu pour l'efficacité plutôt que pour la capacité, et il gagnait parce qu'il comprenait comment utiliser les ressources limitées efficacement. Les implications s'étendaient bien au-delà des protocoles de test d'Aberdeen dans les questions stratégiques sur la façon dont la puissance industrielle américaine pourrait être traduite en avantages tactiques sur les champs de bataille européens où les forces allemandes continuaient de démontrer l'efficacité opérationnelle malgré les désavantages matériels que les tests d'Aberdeen avaient quantifiés avec une précision scientifique. Un équipement supérieur ne signifiait rien si les opérateurs manquaient de formation, de doctrine ou d'expérience nécessaires pour exploiter les avantages technologiques dans les conditions de combat. Patterson a commencé à rédiger une analyse supplémentaire qui accompagnerait le manuel technique TME9-83 dans les salles de briefing du Pentagone, expliquant comment le succès tactique allemand, malgré l'infériorité de l'équipement, révélait l'importance de la formation, de la doctrine et de l'expérience opérationnelle dans la détermination des résultats sur le champ de bataille. Les forces américaines possédaient des véhicules, des armes et un soutien logistique supérieur, mais les unités allemandes maintenaient l'efficacité tactique grâce à une intégration supérieure des ressources limitées dans des systèmes opérationnels cohérents. Les modèles mathématiques de Chen ont révélé les implications stratégiques des découvertes d'Aberdeen, calculant comment les avantages de l'équipement américain surmonteraient finalement la supériorité tactique allemande,
à mesure que les forces alliées gagneraient en expérience opérationnelle, tandis que les unités de la Wehrmacht épuiseraient leur personnel entraîné et leur infrastructure logistique. La guerre serait remportée par la capacité industrielle plutôt que par la supériorité de l'équipement individuel, la production de masse américaine écrasant l'efficacité allemande par un simple avantage quantitatif. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres d'Aberdeen, l'équipe comprenait qu'ils avaient documenté bien plus qu'une comparaison automobile. Ils avaient révélé les différences fondamentales entre les approches américaines et allemandes de la technologie militaire, qui détermineraient l'issue ultime de la guerre. L'ingénierie allemande représentait une optimisation sophistiquée sous contrainte de ressources, tandis que la production américaine démontrait une capacité industrielle qui pouvait écraser l'efficacité par une supériorité quantitative massive. Le rapport final qui émergeait des tests d'Aberdeen voyagerait vers le théâtre d'opérations européen en tant que manuel technique TME9 83, portant la preuve mathématique que l'équipement américain était supérieur aux alternatives allemandes dans chaque catégorie mesurable. Mais plus important encore, il expliquerait pourquoi la supériorité de l'équipement seul était insuffisante pour le succès tactique sans la doctrine appropriée, la formation et l'intégration opérationnelle qui maximisent les avantages technologiques dans les conditions de champ de bataille. Le 6 juin 1944, alors que 16 000 jeeps américains roulaient sur les plages de Normandie, transportant des soldats entraînés à exploiter leur supériorité d'équipement par une doctrine qui avait appris du succès tactique allemand. Le manuel technique de Kowalski fournissait une confirmation mathématique de ce que le jour J démontrerait opérationnellement. La puissance industrielle américaine correctement appliquée par des tactiques efficaces s'avérerait décisive contre l'efficacité allemande limitée par les ressources limitées et les circonstances stratégiques de plus en plus désespérées qu'aucune sophistication d'ingénierie ne pouvait surmonter.